Ben oui, on peut lancer du coup. Je sais pas s'il y a une intro de quelque chose. Est-ce que Stéphane, tu as prévu de faire une introduction, quelque chose? Eh bien non, du coup, moi je vous laisse gérer, mais je te laisse représenter peut-être le projet. Oui, bien sûr. Ça marche. Et moi, je suis là en backup et je fais passer les mains, les questions, etc. s'il y a besoin. OK? Allez, ok. Bon, je m'y colle du coup, si tu veux, pour présenter le Mhm. projet. Donc, du coup, bonjour tout le monde et bienvenue. Bon, le projet, le projet, donc là, c'est notre cinquième webinaire Chemsex. Cette série de webinaires s'inscrit dans le cadre du groupe de travail Chemsex qui a été créé on est dans la quatrième année, si ma mémoire est bonne. C'est un groupe de travail qui a été lancé par des professionnels pour rassembler des professionnels autour de la table pour essayer de parler de la question du chemsex, notamment des parcours de soins, face au constat d'échec du fait qu'on n'arrivait pas à accompagner convenablement et qu'il y avait souvent des professionnels isolés dans des structures, qu'elles soient hospitalières ou associatives, des personnels assez isolés qui n'avaient pas forcément les outils pour pouvoir accompagner les personnes en difficulté vis-à-vis de leur pratique du chemsex. Donc, on a commencé à créer ce groupe-là il y a plus de 3 ans maintenant. La première année, l'idée, c'était de pouvoir se rassembler ensemble pour essayer de déjà partager quelles sont les spécificités, nos difficultés, et puis surtout savoir qui sommes-nous, qui sont les gens vers qui les chemsexeurs se retournent-ils, tels aussi. Ensuite, on a commencé à envisager des différentes solutions pour pouvoir essayer de professer un petit peu des méthodes pour pouvoir discuter, parler du chemsex avec des usagères, des usagers et pouvoir renforcer déjà le repérage précoce d'une part et d'autre part aussi les compétences des professionnels du soin pour pouvoir être en capacité de pouvoir répondre, en tout cas en partie. Donc, on a créé ces webinaires qu'il faut voir un peu comme une forme de e-learning. Donc là, c'est le premier de la saison. On en a fait 4 l'année dernière. Je vous laisse voir sur le site du Corevi. Et donc, du coup, au passage, je présente l'institution porteuse de ce projet, qui est le Corevi, dont on dit maintenant Cores, puisque pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les Corevi, il y a un décret d'application. Les Corevi sont maintenant des CORES, Collège organisationnel régional de la santé sexuelle. Il n'y a pas grand-chose qui change à part le nom. Et voilà, je suis très content, enfin, on est très content de pouvoir commencer ce premier webinaire. Il y a également sur ce projet Vers Marseille sans sida et sans hépatite, qui s'occupe notamment de l'organisation des journées Chemsex, qui se situeront les prochaines journées. C'est le 10 octobre à l'espace Mistral. On vous filera les informations si ça vous intéresse. C'est une journée dédiée. Là, cette année, le thème, c'est du parcours du combattant au parcours de soins. Donc là, véritablement, on va essayer de parler de parcours de soins sur la question du chemsex. Aujourd'hui, ce webinaire est consacré au GHB-GBL et je vous présente le docteur Gava qui travaille à l'hôpital, au service professionnel sur l'hôpital Sainte-Marguerite, où nous nous trouvons. Et Jonathan, je te laisse prendre la parole pour. Merci beaucoup Romain. Donc, je suis content d'animer ça avec toi aujourd'hui. Donc, le but en fait, c'est de le faire en deux parties. C'est que je commence avec une partie un peu plus médicale par rapport à la substance, au produit, et puis qu'ensuite Romain du coup nous parle de l'aspect plus communautaire, réduction des risques, etc. Donc, il y aura deux parties. Ce qu'on peut faire, c'est que je fais la première partie plus médicale. S'il y a des questions, vous pouvez déjà les poser après cette première partie. Et puis ensuite, Romain continuera pour sa présentation. Donc, je vais partager euh, notre écran. Donc, j'espère que tout le monde voit bien, mais je pense que oui. Et je vais l'afficher en grand. Je peux pas t'aider là. Ah ouais, on n'est pas très. C'est mieux comme ça. On va le faire comme ça. Ok, donc par rapport au GHB, GBL, donc il faut savoir que c'est deux substances bien distinctes. Donc le GHB, celui qu'on en voit le plus, hein,
C'est l'acide gamma hydroxybutyrique. Ça, c'est une substance qui est à la fois exogène et endogène, c'est-à-dire que notre propre corps en fabrique, hein. C'est un précurseur du neurotransmetteur GABA, le GABA qui est le neurotransmetteur inhibiteur majoritaire au niveau du système nerveux central. Donc, il y a une petite production de GHB au niveau de notre système nerveux central. Et quand on parle du GHB exogène, c'est-à-dire l'utilisation de GHB qui est fabriqué par l'homme, c'est une poudre ou un liquide qui est incolore et indolore. Et en France, on l'utilise comme anesthésique. Alors, c'est très rare hein, maintenant qu'on l'utilise en anesthésie. C'est pour des situations assez particulières, comme par exemple les grands brûlés, etc. C'est vraiment pas un anesthésie qu'on utilise fréquemment, mais ça a toujours cette indication-là. Et on l'utilise aussi dans le traitement de la narcolepsie et de l'hypersomnie pathologique en France sous le nom de Xyrem. Euh, donc voilà, ça c'est une molécule qui est vraiment toujours prescrite dans la narcolepsie. Et il y a d'autres utilisations pharmaceutiques, mais pas en France alors. Pour le trouble de l'usage de l'alcool, on peut le retrouver en Italie par exemple, aux Pays-Bas. Par exemple, un médicament qui s'appelle l'Alcover. C'est du coup du GHB qu'on appelle thérapeutique et qui est utilisé pour aider les patients à se sevrer, les usagers à se sevrer de l'alcool. Donc le GHB, c'est une substance qu'on ne trouve absolument pas sur le marché, presque pas du tout. Donc, dans les cas de mésusage de consommation de produits dans des contextes festifs ou sexuels, maintenant, ce qu'on retrouve presque exclusivement, hein, c'est le GBL, le GBL, pardon, le gamma-butyrolactone, qui lui est un précurseur chimique du GHB, c'est-à-dire que en ingérant du GBL, on le transforme, le corps le transforme en GHB. C'est pas du tout utilisé dans le milieu médical, mais c'est un solvant industriel qui est utilisé comme décapant, par exemple, et qui est beaucoup plus accessible du coup que le GHB. Et à la différence du GHB, c'est que le GBL il est incolore, mais il a un goût quand même assez prononcé, amer, acide, assez fort. C'est pour ça que pour les cas de soumission chimique, alors on en reparlera de la soumission chimique après avec Romain, mais euh, il y a pu y avoir des cas de soumission chimique sous GHB parce que c'était incolore, indolore. Donc, dans les verres, il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de couleur différente. Le GBL, par contre, se ressent beaucoup plus du fait de son goût prononcé. C'est une substance qui est très lipophile, c'est-à-dire qu'elle s'absorbe très rapidement au niveau du système digestif. Donc, on a des effets qui sont très rapides. Et donc voilà, ce que je disais, c'est la forme qui est très majoritairement retrouvée pour les usages détournés, festifs et sexuels. Il faut aussi savoir que le GPL est 2 fois plus fort que le GHB, c'est-à-dire à dose équivalente, on va avoir 2 fois plus d'effet du GBL que du GHB. Comment ça se passe au niveau du système nerveux central? Eh bien, à faible dose, en fait, le GHB euh, ou le GBL, hein, enfin, non, c'est le GHB, on va dire, ou le GBL transformé en GHB, va se fixer en fait au niveau des récepteurs GABA-B du neurone dopaminergique et du coup va bloquer l'effet inhibiteur du GABA qui est sécrété par le neurone présynaptique. Le neurone postsynaptique dopaminergique, du coup, ne sera pas inhibé et va y avoir une excitabilité de ce neurone avec, du coup, comme résultat, une sensation de plaisir, d'excitation. C'est l'effet qui est recherché, en tout cas dans les contextes festifs et sexuels. Par contre, si la dose est plus importante, s'il y a une surdose, le GHB en fait, va être absorbé au niveau du neurone présynaptique, va être transformé en acide succinique qui, elle, va aider à la fabrication du GABA. Le GABA, encore une fois, qui est le neurotransmetteur inhibiteur principal du système nerveux central. Donc, il va y avoir un relargage massif de GABA au niveau de la synapse. Et du coup, le neurone dopaminergique va être complètement inhibé, avec du coup pas du tout de sécrétion de dopamine, et avec pour résultat, du coup, un ralentissement du système nerveux central. C'est ce qu'on observe dans les cas de surdosage, de coma, etc. Alors, les effets recherchés de l'usage détourné du coup du GHB-GBL, donc c'est, comme on le disait tout à l'heure, via l'action sur les récepteurs GABA-B du système nerveux central. Il y a une sensation d'euphorie,
une désinhibition, il y a une vraie stimulation de la sexualité avec une sensation de plaisir et un effet vraiment relaxant, anxiolytique relaxant. Le début des effets, du coup, ils surviennent en 10 à 15 minutes et ils durent 1 à 4 heures en fonction de la dose que prend l'usager. On a une marge dose-effet qui est très très étroite avec ce produit, ce qui fait qu'on se retrouve avec souvent des usagers qui font des surdosages, ce qu'on appelle plus communément un géol. Alors le géol commence à se symptomatiser un petit peu. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs étapes dans le géol. Au départ, les personnes vont être agitées, vont être désorientées, vont être incohérentes et peuvent du coup finir en coma calme. Euh, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le géol, en tout cas euh, dans dans la dictologie. Donc, au niveau de la dépendance et du sevrage au GHB-GBL, donc la dépendance, elle est quand même assez rapide. C'est un produit qui est très, très addictogène. Donc, les patients sont rapidement dépendants, les usagers sont rapidement dépendants s'ils le consomment de manière régulière. Euh, et le sevrage, alors les symptômes de sevrage ressemblent fortement aux symptômes de sevrage en fait d'usagers d'alcool, par exemple, c'est-à-dire des tremblements, il peut y avoir des hallucinations, une tachycardie, une insomnie, une rhabdomyolyse, des symptômes anxieux très prononcés, une augmentation de la tension artérielle, et ça peut aller, comme pour l'alcool, jusqu'au delirium tremens avec des convulsions, voire un décès de la personne. S'il y a des signes de sevrage, en tout cas nous, dans notre pratique, si on a des patients qui ont une dépendance importante au GHB-GBL et qui ont des signes de sevrage, rien qu'à la diminution des doses, il faut absolument programmer une hospitalisation pour le sevrage parce que c'est beaucoup trop risqué de le faire en ambulatoire. Il y a un risque de décès qui est très très important. Donc il faut vraiment sécuriser les choses et hospitaliser ces patients. À savoir qu'il n'y a pas de protocole du coup médical validé pour le sevrage, qu'il n'y a aucun antidote pour cette molécule. Donc, ce qu'on fait généralement pour les personnes qui sont hospitalisées pour un sevrage de GHB-GBL, c'est qu'on donne des benzodiazépines à demi-vie longue, comme le diazépam, le Valium. Et généralement, on peut monter à des doses qui sont quand même très importantes. Je montrerai tout à l'heure une étude qui recense un petit peu cela, mais la prise en charge, elle ressemble beaucoup à la prise en charge du sevrage de l'alcool, alors sans les vitamines, etc. Mais c'est vraiment benzodiazépine à demi-vie longue pour limiter les signes de sevrage. On a dans la littérature d'autres utilisations. On peut utiliser des antipsychotiques si les personnes ont des symptômes psychotiques, des hallucinations, des barbituriques s'il y a des convulsions. On peut utiliser aussi du baclofène. Il y a des case reports avec du dandrolène qui est un neurolaxant, du thiopental qui est plutôt un anesthésique, mais ça, c'est vraiment jamais utilisé. En fait, nous, ce qu'on utilise, c'est vraiment le Valium, le diazépam. Et voilà, on répète, en tout cas, on redonne du Valium au patient, à l'usager, tant qu'il y a des signes de sevrage. Donc là, c'était une étude qui illustrait un petit peu ce que je viens de dire. C'est une étude qui date de 2016, qui reprenait du coup les molécules qui avaient été utilisées pour les sevrages au GHB-GBL. Et on voit quand même du coup, que le Valium est la substance qu'on utilise. Alors, il y a des pays où ils utilisent le GHB aussi thérapeutique pour la diminution des doses et le sevrage. Nous, en France, on ne l'utilise pas du tout. Mais en tout cas, le Valium reste la molécule à utiliser en priorité. C'est le protocole standard en France. Et on voit au niveau de la dose qu'on a pu monter chez certains patients à 220 mg de Valium par jour. C'est des doses qui sont vraiment très, très importantes. Donc voilà, c'est pour illustrer que le sevrage nécessite quand même des posologies de benzodiazépine assez importantes, voire très importantes, et qu'il ne faut pas hésiter à monter du coup les doses chez des patients qui montrent toujours des signes de sevrage, parce que c'est une substance vraiment très difficile à sevrer. Au niveau du coup du mésusage des dangers du surdosage, alors là, en 2017, c'était vraiment la quatrième
c'était la molécule, en tout cas, qui était en quatrième position pour cause de présentation en service d'urgence en Europe, au niveau des substances psychoactives, hors alcool, hein, mais après l'héroïne, la cocaïne, le THC. Après, ça alternait un petit peu avec tout ce qui était MDMA. Enfin, des fois, la MDMA passait devant le GHB-GBL, mais en tout cas, le GHB-GBL reste toujours dans les 5-6 premières places, on va dire. Donc, même si c'est une substance qui est globalement peu consommée en France et en Europe, la prévalence de consommation reste faible. C'est quand même une substance du coup qui envoie très fréquemment les personnes aux urgences pour des surdosages. Donc, une substance très dangereuse. Les effets secondaires du surdosage, donc il y en a plusieurs. Les personnes peuvent avoir des maux de tête, des vertiges, étourdissement, hypersalivation, nausées, voire vomissements avec une somnolence, confusion, amnésie. Et ces effets sont majorés si les personnes, si les usagers ont consommé de l'alcool, de la kétamine ou des benzodiazépines. Il y a vraiment du coup, un risque encore plus important de surdosage chez les usagers qui ont une consommation concomitante d'alcool, de kétamine ou de benzodiazépine. Et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le surdosage, ça peut provoquer une sédation qui est très importante, avec une dépression respiratoire, une hypothermie, voire un coma et un décès. On a quand même beaucoup d'usagers, de patients en général, pour ma part, qui ont fait des géoles, hein. La majorité des consommateurs de GHB, GBL ont fait des géoles. Et j'ai eu des patients qui sont décédés d'une overdose de GHB, GBL. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose de fréquent, malheureusement. Pour ce qui est réduction des risques et des dommages, je vais juste en parler rapidement parce que je sais que Romain, après, on parlera beaucoup, beaucoup plus. Donc, bien évidemment, il est très, très important de faire de la RDR chez les patients qui consomment ces produits. On peut leur donner des tips, hein, mais par exemple, écrire son nom sur le verre pour éviter les échanges de contenants et donc les échanges de dosage, hein, pour éviter qu'ils consomment une dose qui soit plus importante que celle qu'ils prennent habituellement. La possibilité du coup d'utiliser des capsules graduées pour limiter le surdosage, bien leur rappeler qu'il faut espacer les prises. Alors nous, on leur dit toujours 2 heures. Je sais que je n'ai presque aucun patient qui respecte les 2 heures. Eux, ils ont en tête toujours 1 heure, alors qu'en réalité, pour la réduction des risques, on indique toujours 2 heures entre chaque prise. Euh, Après, pour ce qui est des doses recommandées, bien sûr, ça dépend de la tolérance de la personne. Si la personne est novice ou en tout cas qu'elle consomme peu, on va lui dire de ne pas dépasser des doses de 1 millilitre. Mais il y a des consommateurs, des usagers qui euh, peuvent monter jusqu'à 2 millilitres. Même j'ai des patients qui sont à 3 millilitres en prise répétée avec une vraie dépendance. Mais en tout cas, c'est un produit où vraiment il y a une tolérance qui s'installe. Donc, plus ils consomment, plus ils vont augmenter les doses euh, du fait du potentiel addictif et de la tolérance du produit. On leur rappelle aussi à chaque fois que, pour ce qui est du chemsex, hein, là je cible un petit peu le chemsex, mais que si un usager a des troubles de la conscience, qui part en géole, il faut vraiment le mettre en PLS dans une pièce calme, euh, vérifier du coup qu'il n'y ait pas d'arrêt respiratoire et surtout appeler les secours, hein, parce que c'est une urgence médicale. Euh, Eux pensent parfois, ils le disent, hein, ils pensent qu'ils s'endorment, hein. Ils pensent vraiment que c'est du sommeil, c'est-à-dire il s'est endormi. Non, il ne s'est pas endormi. Il est inconscient. Voilà, si vous le secouez et si euh, vous essayez de le réveiller, vous n'allez pas réussir à le réveiller. C'est un vrai coma. Et du coup, c'est une urgence médicale. Donc, il faut toujours bien leur rappeler que urgence médicale égale SAMU et qu'il faut une prise en charge en urgence. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont aussi souvent peur qu'on leur ramène les forces de l'ordre. Enfin, il y a toujours, et puis dans un environnement aussi où ils ont tous consommé des produits, donc parfois c'est difficile de prendre cette décision-là. Mais c'est toujours très important de leur rappeler quand même que c'est une urgence et qu'il y a un risque vital pour la personne. Et que si la personne fait son arrêt, il faut une prise en charge en réanimation et la prise en charge en réanimation, elle ne se fera pas
dans l'appartement en plein milieu du plan Cam. Donc, il faut vraiment qu'ils appellent les secours. Et aussi, surtout, leur rappeler que du coup, les stimulants et les substances psychoactives ne sont pas des antidotes en fait au GHB, GPL. Et puis, c'est pas. Voilà, des fois, ils ont tendance à penser que du coup, consommer des catinones du coup, contrebalance le risque d'overdose, de surdosage, mais ce n'est pas la réalité. Donc voilà, bien leur réexpliquer les choses pour qu'ils puissent se sécuriser, sécuriser les autres et connaître en tout cas les risques du produit. Et voilà, l'incompatibilité avec l'alcool, leur rappeler bien évidemment, mais généralement ils le savent. Il faut leur rappeler que la kétamine aussi c'est dangereux avec le GHB, GPL, enfin toute substance en règle générale. Mais en tout cas, il y a des substances qui majorent le risque de surdosage, de overdose. Donc, bien leur signifier que c'est important de ne pas mélanger tout et n'importe quoi. Voilà pour la partie médicale pure. Je ne sais pas s'il y avait des questions du coup par rapport à cette partie-là. Stéphane, c'est à vous. Ouais, je suis là. Non, pas de questions a priori pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à lever la main si vous en avez, ou vous pouvez même les écrire sur le petit onglet questions-réponses. Si vous avez des questions, même au fil de la présentation. Donc, n'hésitez pas, en tout cas. Et même si ça vient plus tard, de toute façon, on répondra à tout ça tranquillement au fur et à mesure. Ouais. Du coup, je laisse Ouais. je laisse la place à un moment. On change la place. Allez. Du coup, ça marche toujours, ça? Il va toujours les gens? Oui. Alors, comment tu avais fait? Affichage, mode plein écran. C'était pas si compliqué. Donc, du coup, rebonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Romain Giraud, je suis technicien expert en addictologie et réduction des risques. Je suis également administrateur du centre LGBT de Marseille et de Vers Marseille sans sida et sans hépatite. Voilà, donc là, je vais vous parler des enjeux cliniques et de la prévention communautaire du GHB et du GBL, plus exactement, dans le contexte du chemsex. On va commencer par faire un petit focus sur l'histoire du G. Comprendre l'histoire d'une substance, c'est aussi comprendre l'image qu'on en a aujourd'hui. Donc, aux origines était le 1874, première synthèse du GHB par le chimiste russe Zaitsev, je ne sais pas si on pardonnera pour la prononciation. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est assez rapidement oublié. Et là, ça devient intéressant, c'est dès les années 60, quand il est redécouvert par Henri Laborie, qui est très, très célèbre pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est vraiment le pionnier des psychotropes. Et lui s'intéressait notamment sur tout ce qui est les neurotransmetteurs GABA. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a synthétisé la molécule avant même de savoir qu'elle était endogène. Donc, puisqu'en fait, on a mis en évidence la présence du GHB dans le cerveau humain seulement en 63. Dans les années 70, on l'a expérimenté en anesthésie pour les troubles du sommeil et de la narcolepsie, comme le disait le docteur Gava. Pour l'anesthésie, on l'a relativement laissé tomber, ça reste très exceptionnel pour certains cas très particuliers en réa, mais par contre, ça reste utilisé, c'est plutôt, ça se trouve sur la question de la narcolepsie. Dans les années 80, c'est là qu'il y a vraiment le tournant. Les années 80, ça représente une décennie un petit peu particulière, notamment aux États-Unis, où véritablement les laboratoires commencent à capitaliser énormément sur, sur des produits, sur certains produits, en les rendant un petit peu cool. Alors, on a tous l'image des fameux coupes fins, qui étaient en fait concrètement des amphétamines, hein, pour celles et ceux qui ont vu le film Requiem for a Dream. Eh bien, en fait, c'est un petit peu pareil avec le GHB, ce médicament qu'on utilisait à l'origine pour traiter la narcolepsie. En fait, on va le prescrire notamment dans le monde du sport et de la musculation, en fait, sur les culturistes, les gens, les gros costauds très, très musclés, pour ces effets qui sont anabolisantes, amaigrissantes et dites anti-âge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver d'anti-âge là dans le G, mais bon, pourquoi pas, en tout cas, c'est ce qui était revendiqué. On le vendait dans les boutiques de diététique, hein. Donc, ce GHB, c'est d'abord un usage médical qui est expérimental, qui n'a jamais été vraiment distribué en masse dans le cadre médical, mais par contre qui a été très rapidement vendu librement, sans aucun contrôle médical.
Le tournant, c'est les années donc forcément, qui dit salle de sport dit le milieu des PD. C'est un peu stigmatisé, enfin, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai. Et donc, très rapidement, ce produit, on va le retrouver sur les dance floors, en particulier dans les clubs gays, beaucoup aux USA dans un premier temps, puis en Europe ensuite dans les années 90, pour justement, on a remarqué ces effets qui sont euphorisants, désinhibants. Alors, on le surnomme à tort, hein, liquid ecstasy. Alors, pourquoi à tort? Parce que ça n'a rien à voir avec une amphétamine ou de la MDMA. Donc, évidemment, c'est à tort qu'on l'appelait liquid ecstasy. Et très rapidement, ça devient vraiment un élément essentiel de la culture house. Il y a vraiment une culture qui est associée à cette drogue, comme il y en a plein d'autres associées à d'autres cultures. En 1999, il est interdit en France et classé comme stupéfiant. Il y a en 2001 classé par la Convention sur les psychotropes de l'ONU. Dans les années 2000, c'est là qu'il est remplacé par le GBL, donc ce fameux solvant industriel qui est donc le précurseur du GHB. C'est un produit qui est, alors, non contrôlé. En fait, là aussi, j'aurais dû le reformuler. Non contrôlé. En fait, la vente, en fait, non contrôlé dans sa fabrication, puisqu'on ne le fabrique pas dans un but de pouvoir l'ingérer. Donc, il est non contrôlé sur le principe sanitaire. Par contre, la vente est contrôlée, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas acheter du GBL ou du détergent pour ses jantes, pour sa peinture époxy. Mais quand même, malgré tout, c'est très, très facile de pouvoir s'en procurer et les contrôles sont plus de l'ordre enfin, voilà, il n'y en a pas vraiment, quoi. Donc, l'histoire du GHB illustre véritablement un glissement d'un produit médical vers un usage festif, puis un produit prohibé et contourné, souvent méconnu, mais massivement diffusé. Une substance mal perçue entre panique morale et santé publique défaillante. La panique médiatique arrive à la fin des années 90, début 2000, avec une focalisation sur des cas de soumission chimique, souvent sans preuve analytique formelle. Alors oui, il y a peut-être eu, dans les années 90, il y a eu le mouvement des rave parties qui s'est démocratisé et avec toute l'image absolument sordide qu'on a pu en montrer. Regardez ces jeunes qui vont les tuer en prenant de la drogue. Voilà, avec un traitement très sensationnaliste par les médias. On appelle alors la drogue du viol, le liquide mortel, substance perverse et plein de jolies choses. Ce qui crée véritablement un effet de loupe avec des mises en lumière de cas qui sont rares, avec des meurtres, hein, des soumissions chimiques qui mènent à la mort des gens. C'est sordide, mais on le présente sans contextualisation épidémiologique et en disant faites attention, planquez vos filles à la maison parce qu'on va voir, il y a le violeur planqué dans l'ombre d'un nightclub avec sa pipette de jet qui va vouloir mettre des gouttes dans le verre. Et associé à ça, un véritable angle mort des politiques de santé publique, avec des absences de campagne d'information ciblée sur le GHB-GBL, une confusion entretenue entre usage récréatif, usage sexuel et usage criminel, et très entretenue aussi par la culture populaire à travers les films, le cinéma, la télévision. Peu de dispositifs spécifiques en addictologie. Tu disais, Jonathan, qu'il n'y a pas de protocole en France vraiment ciblé là-dessus. Et notamment aussi sur des publics, des protocoles ou en tout cas des dispositifs adaptés aux publics concernés, notamment les LGBT+, milieu festif et nos fameux chemsexeurs, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. En fait, c'est qu'on n'est plus capable de pouvoir vraiment déterminer comment faire un véritable accompagnement, parcours de soins. Je profite au passage pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée de Support Don't Punish qui nous invite à essayer davantage aller sur l'axe de la prévention et de pouvoir supporter, c'est-à-dire apporter son soutien plutôt que de sanctionner l'usage de drogue. Les conséquences directes, hein, c'est la stigmatisation des usagers avec un isolement, un silence et un non-recours aux soins. Souvent, les personnes, quand elles arrivent pour venir nous voir en disant « je rencontre un problème avec le G », en fait, elles sont très, très, très loin dans la dépendance. Et en fait, elles auraient pu venir bien avant, mais si elles ne l'ont pas fait, c'est parce qu'en fait, c'est l'image qu'on a du G, on a pensé à la drogue du viol, et ben en fait, c'est hyper stigmatisant, donc les personnes n'osent pas en parler, culpabilisent et se sentent stigmatisées, donc s'isolent. Et forcément, au plus on stigmatise un produit et donc ses usagers, ben forcément on n'en parle pas. Donc il y a une méconnaissance des bonnes pratiques. Le bon dosage, les interactions, on va en parler plus tard, quels sont les signes de surdosage, et le renforcement du risque lié à l'ignorance plutôt qu'à la substance elle-même.
Donc, le GHB, le GBL aujourd'hui est une des substances les plus mal comprises à la croisée de la moralisation, de la pathologisation et de l'ignorance scientifique. Le GHB n'est pas la drogue du viol. Le GHB n'est pas la drogue du viol, je le répète et je le répéterai encore. On a entendu pendant la fête de la musique des gens qui soi-disant auraient été piqués au GHB. Alors déjà, si on a bien écouté ce que vient de dire Jonathan, si je pique le GHB, il y a besoin d'être en fait synthétisé par le foie. Donc en fait, ça servira strictement à rien du tout. Voilà. Donc loin des représentations médicales, le GHB est rarement impliqué dans des cas de soumission chimique en France. Ce sont l'alcool et les benzos qui le sont très majoritairement. Regardez, 60 à 70% des cas pour les benzos et l'alcool dans plus de 50% des cas, souvent mélangés ensemble d'ailleurs. Ça agit de la même manière. Hein. Ça agit de la même Sur manière, les bien mêmes sûr. récepteurs, c'est pour ça que c'est contre-indiqué l'alcool et les benzodiazépines ensemble, parce Tout qu'il y à a un fait. risque de somnolence et de coma aussi. Donc, Ce qui est recherché par les personnes qui font de la soumission chimique. Et le GHB ou GBL est c'est moins de 1% des cas. En fait, voilà, seulement un cas confirmé en 3 ans, selon une étude de la Zectovigilance. Vous avez toutes les sources qui se croisent en bas de la slide. Après, il y a un truc qu'il faut quand même aussi se rappeler, je l'ai quand même précisé, le GHB est difficile à détecter. Même quand on prend en charge rapidement le patient ou la patiente, mais en fait, entre-temps, on a déjà déterminé quel est l'alcool des benzos. Donc, il faut vraiment arrêter ça, d'appeler ça la drogue du violent. Maintenant, on va parler du GHBL. Alors, j'ai mis GHB/L parce qu'on a compris qu'on parle de GBL. Hein. Le GHB, on ne le trouve pas. Enfin, en tout cas, en France, en Allemagne, je sais que c'est un peu plus fréquent que du GHB, mais en tout cas, en France, on n'en trouve pas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le chemsex? Alors là, quand on parle de chemsex, souvent on s'en limite à la définition de dire c'est l'utilisation de substances dans le contexte sexuel. Je trouve que c'est un petit peu limité comme définition. Ça s'appelle l'usage sexualisé des drogues. C'est aussi vieux que ce que l'homme est homme. Hein. C'est-à-dire que depuis que l'homme a une sexualité et depuis que les produits psychoactifs existent, ben, l'humain a des usages sexuels, fait des usages sexuels des drogues. Mais pourquoi ça devient véritablement un sujet aujourd'hui? Donc, effectivement, le terme est apparu dans la communauté HSH. J'aurais pu rajouter séropositive au Royaume-Uni. En France, sa reprise par des acteurs associatifs révèle d'une définition au contour mouvant. Il faut savoir que le terme chemsex, nous l'utilisons. Les personnes qui le pratiquent ne disent jamais chemsex. On ne se donne pas rendez-vous pour faire du chemsex. On va utiliser, il y a toute une sémantique, il y a tout un truc. Donc, rien que ce terme-là, ce n'est pas un terme communautaire. Enfin, ça l'était au tout départ, il y a une vingtaine d'années en Angleterre, mais en tout cas en France, personne ne dit prenons rendez-vous pour du chemsex. Ensuite, il y a donc des débats sur les critères de définition avec ceux qui défendent une approche qui est plus communautaire, dont moi je fais partie, et versus une approche plus universaliste. Pourquoi moi je définis ça comme une approche communautaire? Je l'ai fait un petit diagramme de Venn à côté. Pour moi, le chemsex, c'est à la fois un usage festif des drogues, c'est aussi un usage sexualisé des drogues, évidemment, et surtout un usage culturel des drogues. La question de la culture, elle est essentielle à comprendre, et notamment quand on accompagne sur le volant psychique, les personnes qui pratiquent le chemsex, c'est un héritage de l'homophobie, de la sérophobie. Les personnes qui pratiquent le chemsex sont souvent des gens qui ont vécu dans leur vie une culpabilité stigmatisante vis-à-vis de leur statut sérologique ou vis-à-vis de leur sexualité. Donc, pour moi, on ne peut pas être hétérosexuel et pratiquer le chemsex. C'est-à-dire que quand on est l'héritier d'une culture, voilà, c'est Guillaume Dustan avec Grinder, si vous voulez. C'est la culture barbaque des années 80-90, 2.0. Et donc, forcément, il y a cette notion de culture qui est très importante et c'est pas tant moi qui le défends pour des raisons identitaires, c'est plus dans un esprit d'essayer de comprendre comment accompagner convenablement les personnes, notamment sur les frustrations, les failles narcissiques, pour utiliser un terme un peu psychanalytique, que vont chercher les personnes dans leur pratique du chemsex, notamment dans cette intensification de la sexualité qui a été trop souvent réprimée. Le problème, c'est que ces divergences sur la problématisation, donc du coup, il y a le problème pour soi, c'est-à-dire un ressenti individuel. Moi, pratiquant le chemsex, je peux avoir mon ressenti qui va dire, mais moi, j'ai pas de problème. Et si moi, j'ai pas de problème, tout va très bien. Ensuite, il y a le problème en soi, c'est-à-dire des conséquences objectives du style, bah, effectivement, faire des géoles, ou le fait de rater son travail, le fait de choper une IST. Et un problème collectif, c'est l'impact sur les communautés. Et le truc, c'est que
Le chemsex, bon, le chemsex, c'est le chemsex. C'est une pratique qui convient ni de juger c'est bien ou c'est pas bien. Il y a des risques, oui, il y a des risques. Effectivement, on peut choper le risque de choper une chlamydia, effectivement. Mais face au risque de la mort, qui est un risque beaucoup plus, comment dire, c'est un peu plus définitif, on va dire. En fait, il faut savoir créer une gradation. Choper une chlamydia, il y en a pour qui c'est pas vraiment un risque, donc le chemsex, c'est pas forcément un problème. Donc, c'est un petit peu important d'essayer de recentraliser autour de la personne qu'est-ce que c'est que le chemsex pour elle. Et pourquoi c'est communautaire? C'est parce que, par exemple, je ne sais pas si je prends l'exemple d'une femme mariée Mm. qui a besoin de sa bouteille de vin pour avoir le rapport sexuel avec son époux. On n'est pas dans du chemsex, Non, c'est-à-dire que les causes et les conséquences en c'est fait, ça, de la consommation de produits ne sont pas du tout les mêmes, la prise en charge n'est pas du tout la même. tout à fait. C'est pour ça que l'approche communautaire, elle est très très importante. Et il ne faut pas tout mélanger. Si on met dans le chemsex tout ce qui, voilà, tout ce qui est Mm. utilisation de produits en contexte sexuel, dans le but d'initier ou de le prolonger, vraiment, on prendra mal en charge en fait. Non, en fait, en ayant cette approche trop universaliste, parce que c'est vrai que l'approche universaliste en France, elle est largement privilégiée, et tout à notre honneur, hein, pour avoir un accès aux soins qui sont plus démocratiques et républicains. Le problème, c'est que du coup, on évite, en fait, on passe à côté peut-être de spécificités qui relèvent du communautaire. Alors ça, je vous ai fait cette petite slide. De toute façon, on vous enverra le PDF si vous voulez la garder. Je vous ai fait cette slide pour vous montrer un petit peu une représentation de à partir de quel moment les drogues, les substances peuvent intervenir. Alors là, j'ai pas mis le G, mais en fait, le G va intervenir pendant le plateau, hein, où en fait, on va utiliser le G en alternance avec des stimulants, surtout les catinones, pour essayer de maintenir voilà, l'espèce d'équilibre. Mais bon, je vous laisserai le temps. Donc, c'est quoi le G? Je ne vais pas revenir dessus. Jonathan a très bien expliqué. Les effets recherchés, est-ce que j'ai un truc à rajouter? Oui, moi, alors j'ai rajouté ça, la relaxation musculaire et myorelaxation, facilitant notamment les rapports anaux. Voilà, il y en a qui disent que oui, voilà, pourquoi pas. Voilà, j'ai rien. Voilà, synergie recherchée avec d'autres substances. Alors ça, donc la dernière partie, modulable avec des stimulants, méphédrone, c'est l'ancêtre, hein, de la première catinone. Si tu nous regardes, c'était bon. Euh, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, malheureusement, et qui est aujourd'hui remplacé par 3-MMC, 2-MMC. Aujourd'hui, c'est beaucoup 2-MMC qu'on trouve. Voilà, et en fait, c'est vrai que le fait d'alterner GHB, enfin GBL et stimulant, en fait, ça va créer une espèce alors, c'est un nom, hein, c'est une espèce de contrôle du high et du low. Voilà, ça fait partie des effets recherchés. Alors, donc, du coup, là, un truc qui est très important, c'est la polyconsommation, hein, l'équilibre trompeur. Voilà, le contrôle du high, ces associations stimulants et dépresseurs pour moduler des effets indésirables, voire les effets désirables aussi, je veux plus préciser. Mais en fait, le problème, c'est que ça peut masquer des effets de surdose, hein, c'est ce que disait Jonathan. Quand il y a quelqu'un qui commence à avoir un premier symptôme du jeu, il dit tiens, tape un bon foutron, ça va te remettre les idées en place. Alors, sur le coup, oui, pas dans 3 minutes, mais après, ça peut faire plonger la personne dans un gel, mais même plus profondément encore, parce qu'entre-temps, le cœur peut être lâché. Notamment, alors, stimulant. Donc, on va souvent retrouver effectivement les catinones, plus rarement la cocaïne, mais quand même ça arrive. En fait, c'est risque accru alors évidemment, ça veut dire que là, on peut en avoir plus rien à foutre de rien et on oublie la capote, ou des pratiques à risque, tout ça. En mélangeant alors les dépresseurs ensemble, ça c'est le plus dangereux, hein, utilisés pour apaiser. C'est-à-dire qu'en fait, le problème en mélangeant deux dépresseurs, c'est qu'en fait, il y a une synergie qui va se passer et en fait, l'un va encourager les effets de l'autre. Et donc, il y a des risques majeurs de surdose, des troubles cardio-respiratoires et l'alternation du jugement. Et ça, on va revenir dessus. Donc, les risques dans le contexte de chemsex à court terme, là aussi je vais aller assez vite parce que Jonathan en a parlé dans sa présentation. Le géol, alors j'ai marqué et kéol aussi parce qu'on voit de plus en plus de personnes prennent de la ké aussi pendant les sessions de chemsex. Le géol, effectivement, les personnes, on ne s'endort pas, c'est une inconscience, c'est une urgence médicale. Des réactions négatives lors de la descente, l'accélération du rythme cardiaque, les infections, les abcès causés par les injections, c'est qu'on n'a pas parlé du slam, mais alors évidemment, on ne se slame pas avec du G, mais quand on se slame et qu'on prend du G en même temps, ça peut, voilà, comme c'est un dépresseur du système nerveux central, on peut plus galérer pour se piquer
et faire des abcès. Évidemment, risque de contamination avec l'abolition du discernement. Les interactions drogue et médicaments. Alors ça, c'est très intéressant. Alors ça concerne plus les catinones avec certains antirétroviraux et notamment certaines personnes séropositives doivent faire très attention. Voilà, avec le G, à ma connaissance, on peut y aller. Les traitements hormonaux aussi. Alors ça, je sais qu'il peut y avoir des bails avec des traitements hormonaux, mais ça, j'ai pas plus de sources là-dessus. Vulnérabilité chimique aussi qui peut compliquer le consentement ou inversement traiter des risques de négliger le consentement avec le partenaire et agir de manière violente. Quand on parle de consentement, c'est important d'être capable de recevoir le consentement de l'autre, mais aussi d'être capable de pouvoir évaluer son propre discernement. Quand on a pris du G, on a un petit peu tendance à avoir du mal à comprendre le consentement de l'autre, mais aussi à savoir nous-mêmes où est-ce qu'on en est. D'accord? Et ça, c'est vraiment un risque. À plus long terme, alors perte de maîtrise de consommation, dépendance évidemment, l'isolement social, on parlait que c'est quand même un produit qui est très stigmatisé et dont la consommation fait que les gens ont tendance à beaucoup s'isoler. Les effets néfastes sur la santé mentale, ça c'est très important. En fait, la consommation de G qui est trop fréquente, ça, on a vu beaucoup des gens faire des compensations psy dues au G avec des altérations cognitives, évidemment, sur la mémoire, la concentration, mais aussi vraiment un effondrement psychique et des exaspérations des troubles préexistants comme l'anxiété, les troubles bipolaires, les TDAH. Mauvaise observance et traitement, évidemment, VIH, VHT et autres traitements en général, parce que quand ça fait 48 heures qu'on est là et qu'on a oublié qu'on est là depuis 48 heures, ben, on oublie de prendre cette pilule. Alors, sur le risque mortel, évidemment, on a beaucoup parlé que c'est un produit qui est mortellement dangereux. Je vous ai fait cette slide pour vous dire que, regardez, l'enquête DRAM en 2021 présente 5 décès en France directement liés à la consommation du GBL, GHB. Alors, moi, dans mon entourage, 5 décès liés au GBL, c'est en 6 mois. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai problème au niveau de la quantification on ne sait pas exactement combien de personnes chaque année meurent d'une surdose de GBL. On n'arrive pas à savoir toujours est-ce qu'il s'agit d'un accident, est-ce qu'il s'agit d'un suicide. La photographie qu'on en a est une photographie floue qui est issue de l'expérience des professionnels qui le partagent. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce groupe de travail Chemsex. Au début, moi, j'étais seul face au fait de voir des mecs qui crèvent. Et bien là, en fait, ça me dit, mais en fait, il n'y a pas que moi qui subis ça. Voilà. Et en fait, ça, il n'y a pas, c'est très, très dur pour le CEIP, tout ça, d'essayer de quantifier le nombre de décès directement liés au GBL. Comment réduire les risques? Alors, bon, là, sur cette première slide, c'est déjà été dit essentiellement par Jonathan. Donc là, première slide, c'est sur les outils généraux. Évidemment, gardez toujours le dosage le plus précis, espacer les prises de 2 heures, et ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai remarqué ça. Les mecs disent, alors déjà, 2 heures, eux, ils disent que c'est 1 heure, OK. Et alors, j'ai vu des gens, prends le G, et on met un timer pour mettre dans 1 heure, et là, et bip, 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 bip. Donc, du coup, il faut le prendre toutes les heures. Je dis, non, mais là, tu vas faire un duel parce que de toute évidence, c'est un peu de, ouais, non, mais c'est bon. Et il a fait un duel. Bon. Éviter les mélanges, évidemment. Ne jamais consommer seul, évidemment, parce que c'est risqué. Notez l'heure sur une alarme, sur un bout de papier. Diluer le produit parce que c'est caustique. Ah oui, d'ailleurs, ça, la question des gens qui consomment beaucoup et longtemps avec le GBL, comme c'est quand même handicapant, des petits problèmes de gastro-œsophagien, notamment des ulcères. Limiter la fréquence d'usage, comme toutes les drogues, et connaître les gestes d'urgence, savoir faire une PLS. N'hésitez pas à appeler le 115, le 15 ou le 112, le 115, chose. Et vigilant sur la respiration. L'RDR spécifique au chemsex, là, ça tourne beaucoup autour du consentement. Hein. Le consentement anticipé et explicite avant les effets. C'est-à-dire que oui, on peut commencer peut-être à boire un verre, taper un trait ou deux ou quoi, mais on profite de ce moment-là où on n'est pas complètement désinhibé pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et voilà. Préparation du cadre, préservatif, PrEP, lubrifiant, et aussi mettre en scène un petit peu. On sait que dans le chemsex, dans les définitions du chemsex, il y a la notion d'intentionnalité. On profite de cette intentionnalité pour essayer de mettre en scène et de préparer un petit peu avec des outils. Des discussions, des limites à jeun
entre les partenaires. Minimiser les polyconsommations. Alors là, c'est la RDR un peu pure, c'est-à-dire que GHB plus stimulant plus poppers, et même j'aurais pu rajouter plus Viagra. Là, le cœur, il va faire aïe. Et... Surtout Viagra. Le Ah ouais. Viagra Popper, c'est Viagra Popper, c'est la bombe. Ouais. c'est un vrai truc. J'ai un patient qui est décédé de ça. C'est 2 vasodilatateurs. Donc, Ouais. en fait, Ouais. il y a un risque d'AVC, un risque d'infarctus qui est Ouais. très clairement majoré. Anévrisme, Et ça, généralement, ils le savent. Non, alors ça, c'est genre un des trucs que les gens savent le moins. C'est ouf. Le buddy system, désigner un veilleur ou une veilleuse pendant la prise. Le buddy system, c'est une personne qui consomme idéalement pas du tout ou moins que les autres et surtout qui est un petit peu formée aux gestes de premier secours, enfin qui est un petit peu plus éclairé, on va dire, que les autres et qui essaye de veiller un petit peu. Voilà, c'est un peu la personne de référence. Le gobelet en carton pour marquer les noms, éviter les confusions. Ça, j'ai vu qu'il y avait marqué, c'est super. Planifier les sessions longues avec du repos, de l'hydratation, de la nourriture, mettre à disposition de la flotte, des bonbons, des trucs sucrés, ça marche bien. Voilà. Et anticiper l'après, la redescente, des TPE si besoin, traitement post-exposition et suivi psycho. Et aussi du communautaire, encore une fois. Quand on a passé 48 heures ensemble à se sucer la pogne, on devrait être capable de pouvoir s'appeler dans les jours qui suivent pour se dire je vais pas bien, essayer de prendre des nouvelles les uns les autres. Ça, inviter à la bienveillance communautaire, je pense que ça peut véritablement sauver des vies. Oui, parce que c'est tellement dopaminergique, sérotoninergique sur des heures et des heures d'affilée que en fait, les descentes sont horribles. Du diable. Du diable, voilà, exactement. Et du coup, les personnes vont soit rechercher tout ce qu'elles ont pour limiter cet effet de descente, soit vraiment avoir des idées suicidaires, des idées noires, culpabiliser aussi beaucoup de ce qui s'est passé, de ce qu'elles ont pu faire pendant ces plans, parce que du coup, désinhibées, trop défoncées, etc. Donc vraiment, c'est important de prendre des nouvelles. Là, je vous ai fait c'est la dernière slide, sur la question des outils stratégiques innovants. Alors ça, le colorant alimentaire, ça vient vraiment du communautaire. C'est un mec qui m'a dit qu'il fait ça, je trouve ça super. Il met du colorant alimentaire, genre éosine, enfin, je ne sais pas si c'est de l'éosine, mais genre ces couleurs éosine, genre ce magenta très vif, dans le jet. Et donc, du coup, en fait, on le voit. C'est-à-dire que si la prise par accident, ou genre, tiens, là, il y a un verre, il en reste un fond, mais du coup, est-ce que c'est le fond du verre d'avant? Là, tu l'as pris, je ne l'ai pas pris, il l'a pris. Voilà, au moins, on est sûr que c'est ça. La pipette et les seringues précalibrées. Alors ça, on le sait que les seringues... et en fait, ce que je vous ai mis, ce modèle-là de seringue, en fait, elles ne sont pas faciles du tout à trouver dans les carudes. C'est la 1 millilitre non sertie avec le petit truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, non, qui crache à l'intérieur, là, qui vide l'intérieur du... Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez le truc à l'intérieur le chichou qui rentre dans le bitonio. Voilà, on va dire comme ça. Et en fait, pour faire vraiment le dosage précis, parce qu'en fait, celles-là, elles sont vraiment parfaites pour le dosage précis du jet, mais elles sont difficiles à trouver dans les carudes. Donc, nous, au bus 3132, enfin, nous, je ne suis plus au bus, et à Plus belle la nuit, ils en distribuent, mais c'est bien d'essayer, vous, professionnels de santé, si vous pouvez avoir celles-là, elles sont vachement bien. Et le problème, c'est qu'en fait, souvent, les gars, comme ils en ont, il n'y en a pas beaucoup, bah, quand ils l'ont, ils la gardent. Et le problème, c'est que le jet, bah, en fait, ça fait partir la graduation. Et donc, du coup, bah, on perd le côté intéressant du truc. Je vous ai mis un jet track aussi. Donc, on note dessus l'heure de la prise, la quantité, l'heure du dernier repas. Ah, bah, tu vois, il était marqué. L'heure du dernier repas et les autres produits consommés. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu savoir, avoir un petit suivi pendant la soirée. La carte ou le bracelet GHB, c'est le bracelet bleu que vous voyez. Alors ça, j'ai vu ça, ça vient des États-Unis, de la crise des opiacés, notamment du fentanyl. En fait, c'est des usagers, des gens qui commencent à apporter ça. Si jamais on les trouve dans la rue ou on les trouve inconscients, mais dès qu'ils sont pris en soin, donc, du coup, il y a marqué le nom du produit qu'ils ont pris dessus. À travailler, pourquoi pas, voilà. Et le bodyguard, alors, c'est moi qui ai appelé ça comme ça. Ça, c'est un outil que je mets beaucoup en place avec des personnes que j'accompagne. En fait, le G, souvent, ça s'achète au litre. C'est des grosses bouteilles d'un litre. Et quand les mecs commencent un petit peu à dire, tiens, ça a trop un petit goût de reviens-y, je leur dis, écoute, tu prends une personne de confiance et tu laisses la bouteille chez ton pote. Et si tu veux du jet, tu es obligé d'aller chez lui pour remplir une plus petite quantité. Et donc, du coup, à travers le regard de l'autre, la personne se voit aller re-remplir
à travers sa personne de confiance, son ami, qui idéalement ne consomme pas. Et comme ça, voilà, ça permet d'essayer d'avoir un regard extérieur sur ses consos d'une personne bienveillante et de confiance. Et si la personne dit, dis donc, chaton, ça fait 2 fois cette semaine que tu viens remplir ta bouteille de ton petit truc de 20 millilitres, tiens, ça active la discussion. Voilà, donc j'ai appelé ça le buddy guard. Voilà, et je vous invite à faire un petit tour sur le site kepsmag.fr. Il y a pas mal de ressources, d'articles que j'ai écrits sur la question du GHB, du GBL et du chemsex en général. Donc vous allez sur Kepsmag, vous allez dans la rubrique chemsex, vous tapez chemsex dans la barre de recherche. Vous avez le site du bus, enfin les liens du bus 3132 et du Drug Lab pour faire analyser les produits. Et les deux sites chemsex.fr et chemsex.be qui sont tous les deux super ressources très intéressantes. Et je vais te laisser reprendre le contrôle de l'ordinateur, parce que je ne sais pas mieux ça. Merci à tous les deux. Du coup, merci pour toutes ces présentations. Euh, on va juste rapidement lire les petits commentaires qu'il y a eu entre-temps. Est-ce que vous pourriez préciser les risques GHB avec poppers et IPDE5? Donc, on le rappelle, qui sont des médicaments contre les troubles de l'érection. Alors, le risque, c'est surtout bon, le GHB avec toutes les drogues en règle générale, mais c'est en fait le gros risque, c'est poppers et sildenafil, Cialis, etc. Parce que le poppers, du coup, a un effet vasodilatateur et le sildenafil, le Viagra, etc., c'est la même chose. Donc, en fait, ça fait deux actions vasodilatatrices sur le corps et quand les vaisseaux sont plus vasodilaté, trop vasodilaté, il y a un risque très très important du coup d'AVC, d'infarctus, d'arrêt cardiaque. Donc on majore en fait le risque cardiovasculaire quand on mélange ces produits-là. Alors je lis un petit peu les questions. Euh, Ah, il y a Nabil. Ouais, la seconde de Nabil était en fait sur les prises en charge hospitalières et notamment l'enjeu à innover et mettre en place des protocoles de sevrage ambulatoire bien mhm. encadrés. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous savez si ça existe déjà dans des endroits? Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait mettre en place? Moi, je n'en ai pas notion. En tout cas, après, nous, on n'a pas de service de sevrage en tant que tel. Donc, je ne sais pas si dans les services de sevrage Marseille et alentour, ils ont des plans un petit peu préétablis. Je sais qu'à Lyon, parce que du coup, moi, j'étais interné à Lyon, il n'y avait pas de protocole non plus. C'est vraiment Valium en fonction des symptômes résiduels du patient avec ne pas hésiter à en redonner. Très 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 régulièrement parce que parfois du coup les professionnels de santé se disent bah, il a eu son dernier Valium il y a une demi-heure, à 1 heure, est-ce qu'il faut vraiment lui en donner un? Bah oui, s'il tremble, il transpire, qu'il a toujours je sais pas des hallucinations, des OPSI, etc. Il faut lui redonner du diazépam. Il y a vraiment pas de protocole clair. On sait que c'est vraiment benzodiazépine à demi-volume, donc Valium en priorité. Et puis après, oui, les antipsychotiques, ce genre de choses peuvent être rajoutés sur des symptômes psychotiques, des hallucinations qui perdurent, etc. Mais c'est vraiment les benzodiazépines, le traitement du sevrage, quoi. Parce que moi, je connais un médecin qui travaille sur un protocole. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a laissé clinique ou quoi. C'est le docteur Dorian Rollet à l'hôpital de Lariboisière à Paris, du coup, dans le service là où ils font justement des hospitalisations. Donc lui, il profite de non, il n'est plus interne. Enfin bref, en tout cas, il y a 2 ans de ça, j'ai rencontré donc Dorian Rollet, RO2LET, hôpital de la Rivoisière, qui travaille sur un protocole de sevrage spécifique au GHB. Voilà. Et la dernière remarque était préciser que certains RV ont bien des risques de surdosage du GHB. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Alors, là-dessus? Il attend les ERV. alors, moi, pour les antirétroviraux, c'est surtout le surdosage des caténonants, moi, que j'ai en Oui, tête. ouais, voilà. C'est pas, j'ai pas de notion de majoration du risque de surdosage de GHB, GPL avec les antirétroviraux. Mais peut-être que si la personne le Euh, dit, c'est qu'elle a de l'info. Mais ouais. moi, j'ai pas eu, on n'a pas eu ces infos-là. C'est peut-être la personne qui, je crois pas que je vois que la-
Peut-être nous préciser ça, parce que moi, effectivement, j'ai intéressé ou sur les ARV, il n'y a pas trop de. C'est vraiment, ça majore par contre les effets des kétinones. Ouais. Il y a un risque de surdosage majoré. Bah, le Norvir, ouais, par exemple, avec le Norvir. Ouais. Mais par contre, je n'ai pas notion que ça ait d'effet, enfin, que ça majore le risque de surdosage du GBL, hein. Et je crois que voilà, Hélène Laroche, le docteur Laroche, qui est infectiologue aussi, avait fait une vidéo justement sur interaction antirétroviraux et substances. Et elle n'avait pas cité, je crois, le GHB-GBL avec les antirétroviraux. Alors justement, je vais lui donner la parole parce qu'elle a levé la main. Hop, tu peux y aller, Hélène. Alors par contre, tu as ton micro qui est coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est Hélène. Ouais. Ouais. Bonjour, merci pour vos présentations qui étaient super. Juste, oui, c'était pour préciser effectivement qu'il y avait bien un risque avec certains antirétroviraux, avec le GHB. Hélène, tu es dans ta salle de bain? Non, On t'entend pas du tout. vous m'entendez pas? Ah, là, je t'entends un peu mieux, là. Alors, je me colle, je me frotte à mon ordinateur. Je disais merci pour vos présentations qui étaient très claires. Je disais juste qu'il y avait bien des risques d'interaction avec certains antirétroviraux, notamment les antirétroviraux qui contiennent des boosters, donc notamment le Stribil, le Genvoya et certaines combinaisons de trithérapie à base avec du Norvir. Ça, c'est des traitements qu'on essaie de plus prescrire quand il y a des contextes de consommation de chemsex. Okay. Ah ouais, d'accord. Tu pourrais nous faire une note, comme ça on le rajoute dans nos slides? Ouais, ok. Merci Hélène. Mais vous voyez l'intérêt de travailler ensemble avec plusieurs professionnels, c'est pouvoir permettre ça. Voilà, et ça, par contre, on peut facilement changer le traitement des personnes pour qu'ils soient plus exposés à ce risque aussi. Donc, c'est quelque chose qui sert aussi dans la discussion avec nos patients et voilà, leur dire de bien en parler à leur infectiologue, à leur médecin qui les suivent pour qu'ils puissent mettre le traitement le plus adapté aussi, pour qu'il y ait des risques supplémentaires. Alors, merci Hélène. Merci Hélène. Du coup, je n'étais pas du tout au courant que. Merci Hélène. Et du coup, je donne la parole aussi à alors c'est Solas qui a levé la main. Hop, c'est à vous. Oui, bonjour, Caroline Solas, laboratoire de pharmacologie, toxicologie à la Timone. Donc, moi, je m'occupe du suivi des traitements antirétroviraux avec les équipes du CIDI. On s'est vu avec Jonathan il y a 15 jours à une réunion, justement. Donc, on voulait rebondir sur deux choses avec Nicolas. La première, c'était sur les interactions, parce qu'effectivement, on ne peut pas exclure, comme l'a dit Hélène, le risque avec le GHB, parce que le GHB a un métabolisme assez complexe dont les enzymes qui participent à sa métabolisation ne sont pas toutes identifiées. Et en préclinique chez l'animal, il a été montré qu'il pouvait y avoir une implication des cytochromes P450, qui sont les enzymes qui peuvent être également, qui peuvent en effet être inhibées par le ritonavir ou le cobicistate. Et donc, on ne peut exclure à 100% le risque d'interaction. Donc, c'est vrai que dire à un patient, vous pouvez y aller, bon, il faut quand même, bon, comme l'a dit Hélène, on check les traitements, tout ça et tout, faire attention. Et je dirais qu'en fait, la deuxième vigilance qu'il faut avoir, à laquelle on ne pense pas, pour le patient VIH, je pense que les infectiologues sont assez quand même effectivement sensibilisés à ce sujet, c'est que comme vous l'avez très bien dit, et bravo pour vos présentations qui étaient excellentes, c'est que c'est consommé dans le cadre d'associations à d'autres psychotropes. Et parmi les psychotropes, il y a beaucoup de molécules qui ont des propriétés aussi inhibitrices enzymatiques des cytochromes, et donc qui pourraient aussi favoriser ça. Donc c'est vraiment, comme l'index thérapeutique de cette molécule est très très étroit, comme vous l'avez dit, voilà. Après, c'est difficile de faire la part des choses parce qu'effectivement, c'est très polyfactoriel et du coup, on a du mal à réellement mettre l'imputabilité sur l'interaction, souvent dans les cas d'intoxication, quoi. Merci beaucoup. Après, effectivement, quand je dis c'est bon, on peut y aller, c'est ma petite façon facétieuse de pouvoir d'animer cette présentation. Mais évidemment, on ne dit pas c'est bon, tu peux y aller. Et évidemment, Non, mais il il n'y a y a pas de toujours des souci. risques à considérer. Il n'y a pas de souci. Nous, je le comprends tout à fait. Je comprends, bien sûr. Et il y a Nicolas qui voulait rebondir, donc qui s'occupe de la toxicologie avec moi, qui reçoit de l'activité toxico là, qui voulait rebondir sur les décès là. Oui, merci Caroline, et merci à vous pour vos super présentations. C'est vrai que c'était top, c'était pédagogique, c'était clair, très intéressant.
Alors sur le GHB, ouais, deux choses. La première, là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est désigné de façon très abusive comme drogue du viol. Il y a eu une trentaine de cas depuis 2000, donc c'est vraiment très peu utilisé. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est difficilement détectable parce que la fenêtre de détection est étroite, mais lorsqu'on est sur un cas de soumission chimique qui est judiciarisé, il y a des cheveux, des prélèvements de cheveux qui sont réalisés, on peut le mettre en évidence par les prélèvements de cheveux. Donc, c'est vraisemblablement très peu utilisé pour les raisons que vous avez aussi évoquées, c'est que ça nécessite un dosage précis et que le risque pour les personnes qui seraient victimes est très important. Donc, en pratique, voilà, c'est très peu utilisé. Et nous, Société française de toxicologie analytique aussi, on d'essayer de changer la perception du GHB et d'expliquer que ce n'est pas la drogue du viol. Les drogues du viol, vous les avez désignées, c'est les benzos, c'est d'autres psychotropes. Mais Et je voilà. crois que je vous ai cité dans les sources, la société dans dans la Ouais, slide. ouais, ben voilà, mais très bien. Et, et juste, voilà, pour compléter, parce que là, c'est un peu l'envers du décor, et le côté très triste de la chose, c'est les décès en lien avec l'usage du GHB. Donc, effectivement, il y a peu de cas qui sont documentés, mais à cela, il y a deux raisons. C'est clair qu'il y a une large sous-estimation. Il y a deux raisons. C'est que ben, pour que ce soit documenté, il faut que des analyses soient faites, il faut qu'il y ait une expertise toxicologique qui soit demandée. Ce n'est pas tout le temps le cas. C'est même loin d'être le cas. Alors là, ma collègue Anne-Laure Pellissier serait plus à même que moi de le dire, mais voilà, c'est pas souvent le cas. Et l'autre aspect, c'est que Tu parles des autopsies? je parle des expertises toxicologiques post-mortem, avec ou sans autopsie. Oui, voilà. Ok. Demande d'analyse, Ouais. voilà, une demande d'analyse en post-mortem. Et l'autre point, c'est que si on retrouve, alors c'est un peu plus technique, mais c'est peut-être intéressant que vous l'ayez en tête, c'est que le GHB est endogène, on en retrouve une certaine concentration in vivo chez le vivant. Chez le mort, on en retrouve beaucoup plus, on retrouve des concentrations qui sont très élevées, parce qu'il y a des phénomènes de néoformation, et c'est très difficile d'objectiver le fait qu'une personne soit décédée d'une intoxication au GHB sur la base des prélèvements classiques. En fait, il faut faire des analyses complémentaires. Et souvent, ce n'est fait que quand on a des concentrations qui sont très élevées. Et donc, c'est voilà, c'est compliqué. Pendant l'année 2023-2024, à Marseille, on l'a fait en systématique avec Anne-Laure Pellissier. Et on a eu que deux cas qui étaient avérés d'intoxication au GHB. Sans pouvoir dire que c'était la cause du décès. Mais on avait une intoxication au GHB au moment où la personne était décédée. Du coup, le but, c'était de trouver d'autres marqueurs, hein, c'est ça. Bah, alors là, cette étude, c'était plus pour essayer de, comme c'est pas quelque chose qui est demandé en systématique, la recherche de GHB en post-mortem, c'était de le faire en systématique pour être sûr qu'on ne passait pas à côté de décès. Mais comme on a cette néoformation qui est très importante, c'est très difficile de le mettre en évidence. Et on a eu que deux cas. Ouais. On a eu que deux cas. Non, alors, oui, après, il y a un autre projet de recherche de biomarqueurs d'exposition, mais là, c'est chez le vivant. Enfin, on pourra en Ouais. rediscuter. C'est vraiment, c'est chez le vivant. Chez le mort, c'est très compliqué. Ouais. Ok. Voilà, c'était juste pour Ouais, compléter. Merci. c'est super d'avoir ces informations en plus, enfin, de professionnels, comme on travaille tous sur cette problématique-là, mais sur des aspects qui sont différents. On apprend tous plein de choses, donc c'est vraiment top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Ouais, vous en avez une. Alors, une Ah, remarque en tout cas sur les outils, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Romain, par Sacha. Il existe en fait une brochure qui a été faite par l'ENIPS, Plan Camps et Tu au clair avec des pratiques. Voilà, vous pouvez retrouver, je pense, sur le site internet aussi de l'ENIPS. Et puis, une autre question, y a-t-il des actions prévues pour sensibiliser les usagers aux premiers gestes d'urgence? Exemple, rappel PLS, numéro d'urgence. alors, pas à ma connaissance, mais ça fait partie des choses que j'aimerais organiser au centre LGBT de Marseille quand j'aurai le temps. Mais effectivement, voilà, moi, ça fait partie des choses que j'aimerais bien pouvoir organiser prochainement. Pour la rentrée, ça serait bien. Des petits ateliers, voilà, faire voilà, la PLS, voilà. Et faire peut-être des évaluations aussi, genre, voilà. C'est vrai que c'est pas encore mis en place. En tout cas, Non, non, non. même nous, dans le service, on n'a pas encore. Après, on aura des projets à mettre en place, mais on l'a pas encore fait. Mais oui, ça sera à faire. En tout cas, c'est sûr. Oui, ça serait à faire. Puis il faudrait savoir est-ce que c'est de la sensi, mais du coup, qui l'a fait. Enfin, je sais pas, ça peut soulever pas mal de questions. Mais moi, c'est un sujet qui m'est cher.
Ça peut sauver des vies. En tout cas, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Vous avez toujours le chat et vous pouvez lever la main. Euh, j'ai pu voir en fait que dans les participants et participantes, c'était beaucoup d'IDE en fait qui étaient présents et présentes. Est-ce que vous auriez vous des conseils ou des outils particulièrement particuliers pour ces professionnels-là qui potentiellement accueillent souvent des personnes chemsexeuses? Euh, bah, après, il y a la réduction des risques, hein. Je sais que, enfin, voilà, faut privilégier de toute façon la RDR chez ces patients-là. Euh, Dès qu'un patient chemsexuel arrive, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quel produit il consomme, comment il le consomme, pour évaluer un petit peu les risques qu'il peut y avoir autour de ces consommations, bien leur rappeler les règles de réduction des risques, que ce soit sur le plan médical ou infirmier. Et, alors après, je sais pas, je sais que à Lyon, par exemple, au XAPA, Fred, qui était infirmier du XAPA, qui s'occupait des patients chemsexeurs, ciblait vraiment la réduction des risques. Et il avait, par exemple, suggéré, il y avait pas mal d'usagers qui faisaient ça, de prendre du coup les catinones en gélules. Donc en fait, il donnait des gélules vides aux usagers qui puissent les consommer, en tout cas, enfin, prendre de façon empéros plutôt que ça soit en sniff, en slam, etc., pour qu'il y ait quand même une réduction des risques avec un effet un peu moins on-off, que ça soit moins dangereux, en tout cas avec moins de prises compulsives comme ça à répétition. Mais c'est voilà, toujours trouver, on essaye nous aussi hein, de trouver des types de RDR, mais je pense que le plus important vraiment c'est ça, hein. C'est déjà que les patients puissent savoir comment consommer, comment mieux consommer en fait, pour moins se mettre en danger. Nous, au niveau médical, bien évidemment, il y a le statut sérologique. Est-ce que le patient est séropositif? Est-ce qu'il est séronégatif? S'il est séronégatif, est-ce qu'il est sous PrEP? S'il n'est pas sous PrEP, on lui met en place la PrEP en fonction voilà, des risques qu'il peut prendre, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui doivent venir tout de suite. D'abord, c'est sécuriser l'usager, sécuriser le patient et ensuite travailler avec lui. Nous, en addictologie, ils viennent nous voir bien sûr pour des réductions ou des arrêts de consommation, mais d'abord, c'est les sécuriser avec la RDR et pour qu'ils consomment, en tout cas, voilà, que ça soit moins dangereux que la consommation et moins de risques. Avant de redonner la parole à Hélène, juste pour rebondir là sur ce que tu disais, Jonathan, en fait, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples types, mais peut-être une ou deux, de phrases en fait qui peuvent sécuriser un entretien, qui peuvent se permettre en fait à des idées ou même d'autres professionnels du médico-social d'accueillir des personnes et de juste de dire en fait qu'il n'y ait pas de jugement, que tu vois, en fait, est-ce qu'on peut donner des types parce que c'est souvent ce qu'on remarque, c'est souvent en fait le manque de choses. Après, je pense qu'il y a un aspect communautaire beaucoup à avoir avec ces. Enfin, je parle en tout cas c'est pas évident hein, la question de. Là, je parle surtout pour la question du chemsex parce que finalement, les prises en charge GHB, GBL, moi, c'est exclusivement dans des contextes de. Enfin, c'était dans des contextes de chemsex, après, avec des patients qui sont dépendants, qui n'ont plus forcément de relations sexuelles associées, mais en tout cas, il y a le chemsex qui est présent. Je sais que moi, par exemple, c'est pas évident. J'essaie de travailler avec le CISI, cette question-là de la prise en charge des patients chemsexeurs. Donc voilà, Hélène et ses collègues m'envoient des patients régulièrement, mais eux ont du mal à franchir déjà la porte du bâtiment de psychiatrie, d'addictologie, parce que on sait, quand ils sont suivis au CISI, ils sont en safe place, ils se sentent bien, ils savent que les professionnels voilà, connaissent ces problématiques communautaires, etc. Donc, passer la porte pour venir un autre professionnel, pour venir voir pardon, un autre professionnel dans un autre bâtiment, et puis vraiment, il y a voilà, cette stigmatisation encore plus de psychiatrie, addictologie. Enfin, c'est parfois difficile pour eux d'initier le pas. Après, je pense que c'est une question de lien, je sais pas, il n'y a pas vraiment de phrase d'accroche ou de quoi que ce soit, mais oui, il faut qu'ils se sentent en confiance. Bien sûr, il faut déstigmatiser tout ce qui se passe. Il faut
se mettre dans une position horizontale avec ces personnes. Je pense que la question, enfin, après, c'est parce que j'ai peut-être beaucoup travaillé sur cette question-là, mais c'est vrai qu'ils sont sensibles aussi au vocabulaire qu'on peut utiliser et aux connaissances aussi qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Parce que bien sûr, un patient qui fait du chemsex, qui va avoir un addictologue et l'addictologue qui ne connaît pas du tout la problématique, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, tous les addictologues devraient s'y mettre, hein, parce que c'est un vrai problème. Mais je pense que c'est une question de lien thérapeutique, d'écoute, déstigmatiser, et puis vraiment leur rappeler que c'est la culpabilité, la honte qui est un facteur de risque du coup de consommation, etc. Euh, et que le parcours de soins se fait pas en 2 semaines, qu'il y a des reprises de consommation, que parfois ça va moins bien, mais qu'on est là pour eux quand ils vont bien et quand ils vont moins bien. Enfin, c'est quelque chose de. Mais je n'ai pas de phrase d'approche. Je pense qu'il faut juste les mettre à l'aise et qu'ils puissent voir en tout cas qu'on est présent pour eux et qu'il n'y a pas une once de stigmatisation. C'est surtout ça parce que c'est des personnes qui se font stigmatiser soit parce que elles sont séropositives, soit parce qu'elles sont homosexuelles, soit parce qu'elles consomment des produits. Donc c'est pas évident pour eux d'aller voir un professionnel de santé. Et on sait qu'il y a aussi beaucoup de professionnels de santé qui, même pas forcément en le voulant directement, mais stigmatisent. Donc parfois, il y a aussi des personnes qui vont voir des professionnels et qui ont peur de retourner voir un autre parce que ça ne s'est pas passé. Il y a eu, en tout cas peut-être dans la discussion, pas forcément du jugement direct, mais en tout cas qu'ils n'ont pas senti que ça soit accordé, quoi. Donc, je pense que c'est surtout leur offrir une safe place. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent, en fait. Oui, je suis assez d'accord. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de phrase magique. C'est une histoire de posture finalement. Voilà, après, on peut se rapprocher aussi de certaines méthodes un peu de base, type l'écoute active, l'entretien motivationnel, qui sont des méthodes tout à fait accessibles à tous les professionnels, même hors du médical, hein. Voilà, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de s'orienter sur ce genre de méthode pour améliorer sa posture. L'entretien motivationnel, oui, c'est de toute façon en addictologie, c'est vraiment C'est la base. C'est la base, hein, et puis c'est ça qui est important en fait finalement, au-delà dans ces prises en charge-là, c'est pas forcément, oui, il y a la question, enfin je parle pour ma place de médecin, mais il y a la question médicamenteuse, thérapeutique, s'il y a des choses à traiter, mais c'est pas ça en fait finalement qui sur la durée permet d'aider ces usagers, ces patients. C'est vraiment le lien et la manière dont on les accompagne, je pense. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Hélène, du coup, qui a levé la main. Oui, merci. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui était discuté à l'instant, peut-être une des possibilités aussi, c'est de mettre un affichage, que ce soit dans une salle de consultation, en salle de prélèvement ou dans les toilettes aussi, sur le chemsex. Comme ça permet de montrer aussi que voilà, c'est une structure qui est à l'écoute sur ces questions-là en santé sexuelle, on va dire. Et peut-être pour rebondir ce que tu disais, Jonathan, sur la PrEP, donc je te rejoins tout à fait, tu connais mon travail que je fais sur la PrEP, hein, pour essayer d'élargir les publics des prépeurs aux prescripteurs, et que la PrEP, elle est vraiment on peut la prescrire, quelle que soit notre spécialité au niveau médical. Un psychiatre peut prescrire la PrEP. Bien sûr. En tant qu'infirmière, infirmier, vous pouvez aussi très bien sensibiliser sur ces sujets-là. Ça fait partie de la RDR, de parler de la PrEP, de dire que ça existe et qu'on peut être candidat. Et juste dans les actualités sur la PrEP, peut-être savoir qu'il y a quand même normalement une PrEP injectable qui va arriver bientôt et qui sera peut-être d'autant plus intéressante pour ces publics qui peuvent être plus vulnérables en termes d'observance sur la PrEP de traitement oral. Et une PrEP injectable va peut-être pouvoir aussi permettre de débloquer certaines situations. La PrEP orale va être prise correctement. Et donc aussi l'existence de PrEPline, hein, puisqu'on est sur un webinaire régional, et que PrEPline est une ligne d'avis donc qui permet à tous les professionnels de santé, que ce soit infirmières, sages-femmes, gynéco, psy, médecin généraliste, peu importe qui vous êtes, vous pouvez appeler PrEPline pour avoir des infos sur la PrEP et pouvoir après en parler à vos publics que vous recevez.
Voilà. Et juste aussi peut-être pour parler d'une initiative qui avait été faite à Bichat, je crois, à Paris, sur un entretien pré-consultation en fait, qui était fait par les infirmières sur les pratiques du chemsex et notamment un peu où est-ce qu'on se situe sur notre pratique, ce que ça nous procure rapport plaisir et pas plaisir. Et bref, et voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être imaginé, qui peut être fait par par d'autres, c'est pas forcément les médecins à faire ça, ça peut être des accompagnants communautaires, ça peut être des infirmiers, des infirmières, bon voilà. Cette initiative qui était bien. Oui, c'est très juste ce que tu dis, Hélène, et par rapport à interroger les patients sur leur pratique et pourquoi, en fait, qu'est-ce que ça leur rapporte, parce que bien sûr que c'est arrivé parce que ça avait un intérêt aussi à un moment donné, qu'est-ce qui est bénéfique dans cette pratique-là, et c'est important de demander aux patients de leur parler de leur sexualité aussi déjà, parce que on a beaucoup de patients du coup qui n'arrivent plus à retrouver de sexualité sans produit. Et si on ne prend pas en charge, et si on ne parle pas de ça avec eux, voilà, c'est soit ils consomment et ils ont une vie sexuelle, soit ils arrêtent de consommer, ils n'ont plus de vie sexuelle, ils peuvent pas. Enfin voilà, il faut en parler avec eux pour qu'ils puissent petit à petit reprendre une vie sexuelle sans produit. Et c'est pas du tout évident chez les patients qui pratiquent le chemsex et qui ont des relations sexuelles exclusivement sous produit. Donc, il faut vraiment, c'est une prise en charge qui est communautaire, c'est de la sexo, il y a de la dicto, il y a tout en fait. Et qui peut être longue. Et qui peut être longue, mais il y a énormément de choses à traiter, à prendre en charge et à discuter. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif et voilà, faut parler de tout avec ces patients-là parce que eux, ils le veulent aussi et il faut parler de tout dans quelque chose de sain et qui se sentent bien. Enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se sentent écoutés et bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? On n'en a pas forcément. Peut-être, est-ce que vous voudriez donner un petit conclusion peut-être à ce webinaire? S'il y a d'autres, Petite conclusion. Déjà faire de la promo en disant n'hésitez pas à regarder les webinaires précédents, notamment si le sujet de la réduction des risques vous intéresse et la question des différents produits, ce qu'on avait fait avec Victor Martin du Bus 3132 l'année dernière, un webinaire sur les produits du chemsex et la réduction des risques. Donc, on allait un petit peu plus loin sur les produits avec de l'addictovigilance et avec aussi les résultats du Drug Lab. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Quoi d'autre? Ouais, la question du chemsex, ne pas oublier que. Enfin, voilà, j'ai cette formule un peu facétieuse de dire si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. L'idée, c'est vraiment de convenir que ce n'est pas la pratique le problème, et en tout cas, ça reste une pratique dont la majorité des gens qui le pratiquent vont très bien et n'ont pas de problème ni d'addiction ni de santé. Déjà, voilà, pour conclure, si on veut que les personnes viennent quand ils en ont besoin, parce qu'ils rencontrent des difficultés, il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas dans une posture de jugement. Et sur le GBL, c'est particulièrement probant, je trouve, ça. C'est-à-dire que, voilà, et je pense que Jonathan va confirmer, souvent les gens qui arrivent avec des situations de dépendance ont des dépendances avérées, très avérées. Oui, très avéré avec. S'ils veulent arrêter, c'est nécessité d'hospitalisation, etc. Et là, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de tout ça, parler des consos, parler des répercussions des consos ou pas. C'est vraiment comment je consomme, pourquoi je consomme, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la conso, est-ce que ça a un impact sur les sphères professionnelles, sociales, etc. C'est tout ça qui est important parce que l'accompagnement, s'il ne se fait pas à ce moment-là, après, voilà, ils arrivent, ils arrivent chez nous et chez nous, on est déjà dans des situations qui sont très, très compliquées et avec des patients qui vont très mal, des usagers qui vont très mal.
Et on aurait pu éviter ça si on leur avait permis du coup de discuter de tout ça avant, quoi. Donc je pense que c'est important de ne pas hésiter de l'aborder en tout cas avec les usagers et leur poser la question et ouvrir la discussion, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour compléter, effectivement, mais je crois que Romain, tu l'as mis à la fin de ta présentation qu'on pourra partager, il existe des outils. Du coup, effectivement, pour les personnes qui ont assisté à ce webinaire, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein d'assauts qui mettent des choses en place. Il y a plein d'outils qui se créent. Donc voilà, ça peut être aussi des vrais supports pour pouvoir parler des consos, du chemsex, et puis aussi des postures aussi pro à avoir dans ce genre de contexte. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ce webinaire, si ça vous va. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les deux. C'était Merci à vous. Avec plaisir, merci à tout le monde. C'était très intéressant de discuter avec tout le monde, c'est toujours important et je pense que c'est bien qu'on le fasse. Donc, je suis content. À merci bientôt. à tout le monde d'avoir Merci. participé. À bientôt. Au revoir.